Les demi-finales de Ligue des Champions. On attend ça avec impatience quand t'es fan de football, hein. D'un côté, on a le Real Madrid, tenant du titre, hein. Ils ont gagné la Ligue des Champions l'année dernière avec une équipe B, à la créateur de la compétition, roi de la compétition, imbattable dans cette compétition. Ils foutent la haine. C'est-à-dire que tu sois supporter du Real ou pas, n'importe quel club, tu dis mais c'est pas possible. Ils réussissent tout le temps à être à la hauteur et en vrai, quand tu enlèves toute inimitié ou toute subjectivité, t'es obligé d'applaudir parce que c'est incroyable. On l'a encore vu aujourd'hui, on aura le temps d'en parler. Et de l'autre côté, t'as eu quoi? T'as eu un Manchester City. Voilà, le club qui est à la recherche de cette Ligue des Champions-là, qui ont investi des milliers, des millions. Je sais peut-être pas s'ils ont peut-être pas mis le milliard, hein, pour l'avoir, cette Ligue des Champions. Ils ont tout fait, ils ont ramené Guardiola, ils butent chaque année. Cette année, c'est peut-être la bonne. Hein, ils sont dans une dynamique incroyable et on a l'affrontement de deux footballs, de deux géants du football européen. Et c'était incroyable là parce qu'encore une fois, on a un Real Madrid ultra confiant qui, malgré le petit couac en Liga, il y avait la défaite face à Sociedad, il y avait la défaite aussi 4-1 face à Gérone, avec des joueurs tels que Militao qui était plus trop dans le coup. On voyait un Benzema qui avait peut-être été un peu plus en dedans, même si il avait mis un triplé il n'y a pas longtemps, mais on ne le voyait pas aussi influent dans tous les matchs, qui arrive quand même à arriver à la Ligue des Champions, avec des joueurs comme Modric qui a 37 ans, 38 ans, avec un Kroos, tu dis ils vont se fatiguer, un Kamavinga latéral, tu dis peut-être qu'avec un Carvajal qui était censé être cramé complètement, on l'avait vu l'année dernière en Ligue des Champions, avec une équipe, tu dis, mais justement avec des minots devant, avec Vinicius aussi fort que tu veux, avec un Rodrigo aussi fort que tu veux, avec un Benzema, peut-être un petit peu, comme je dis, un petit peu emprunté ces derniers temps, mais ils arrivent quand même, même si en Liga ça se passe pas très bien et qu'ils ont 15 points de retard sur l'FC Barcelone, à arriver en cette Ligue des Champions, à arriver en demi-finale, face à une équipe qui ont présenté comme l'ogre. Déjà de 1, ils ont le taré devant, hein, ils ont le taré qui te met 51 buts. Faut se rendre compte, le mec il a 23 ans, il met 51 buts. Alors, juste ça. Sa première saison avec Guardiola, ni saison d'adaptation, ni Wallo. Première saison, 51 buts, c'est réglé, c'est clean. Hein, De Bruyne, Bernardo Silva, je te parle même pas de la défense, le système qu'il a fait avec John Stones en numéro 6, les latéraux avec l'arrivée de Walker, alors que d'habitude, Walker ne jouait pas spécialement tous les matchs, mais là, il l'a mis spécialement pour taffer Vinicius, un banc avec Alvarez, Phil Foden, Phillips, Mahrez, avec tous ces joueurs-là. Grealish sur le côté. Avec tout ça, tu arrives, surtout dans une dynamique incroyable où tu fais une remontada dans la première ligue où tu taffes tout le monde, même Arsenal qui était l'équipe la plus fraîche, la plus excitante de première ligue. On a l'affrontement de ces deux géants-là, les gars. On a l'affrontement de ces deux géants-là et tu te dirais, mais normalement c'est obligé de donner un beau match. Et dans mon appréhension du match, bah, ça s'est passé comme je l'imaginais. Ça s'est passé comme je l'imaginais. Parce que si je vous ai fait cette longue intro, c'est aussi pour parler de ça. Parce que t'as un Real Madrid qui, même n'est pas dans une grande dynamique, est excellentissime dans la gestion de ses temps forts et de ses temps faibles. C'est ça en fait. C'est ce qui fait qu'ils gagnent la Ligue des Champions. Au-delà du talent immense qu'ils ont, etc. Mais comme l'année dernière, tu te dis, mais c'est pas possible. Je veux dire que le talent en face, il y est plus, que c'était face à Chelsea, il était sur une bonne dynamique, que ce soit face à Liverpool, que ce soit face à Manchester City ou même face au Paris Saint-Germain. Sauf que la gestion des temps faibles, où ils savent faire le dos rond, ils savent sortir proprement, et la gestion des temps forts, où tu sais maximiser tes actions, où tu sais ne pas trembler. Et là, c'est une institution carrément. Et tu vois ça face à une équipe de Manchester City qui, cette année, a eu quelques cicatrices. Les cicatrices, ben, ils les ont eu en se tapant les hontes, que ce soit face à Lyon, face à Monaco. On a eu pas mal de matchs face au Real Madrid. Donc, quand on a vu tout ça, bah, tu te dis, bah, cet affrontement, bah, on va voir intéressamment. Intéressamment. J'en perds mon français. Ça va être très très intéressant, tout du moins, et c'est ce qu'on a vu. On avait un Real Madrid qui a compris que en face, il va avoir une armada qui va jouer décomplexé tout le temps, sachant comment gérer ce qu'elle n'a peut-être pas su faire l'année dernière, avec les espaces dans le dos, trembler sur quelques ballons flottants, etc. Donc là, cette année, on les voyait beaucoup plus complets, Manchester City, finalement. Parce que tu as une équipe qui est très forte offensivement, assez dense au milieu de terrain, défensivement qui couvre très bien, avec des petites innovations tactiques qui sont imposées comme des évidences. Hein. John Stones en double numéro 6 avec un Gundogan. On a vu avec un Rodri, pardon, on a vu un Gundogan monter très haut avec un Bernardo Silva en tant qu'ailier, alors que tu as des vrais ailiers sur le côté que tu n'as pas fait rentrer, en la personne de Phil Foden, la personne de Riyad Mahrez surtout. Donc à ce moment-là, c'était très intéressant de voir l'affrontement de ces deux équipes. Et dans le match, dans le match, on l'a vu. On a vu un Real Madrid qui dès le début avait compris que l'affrontement, il devait apprendre, entre guillemets, à garder un petit peu, subir un petit peu les vagues et essayer d'être le plus efficace en transition. Et c'est pour ça qu'on les a vus pendant un bon moment du match défendre en 5-3-2 ou en 5-2-3 des fois.
c'est très intéressant parce que tu arrives à couvrir toute la largeur du terrain, parce que bah, tu défends un petit peu bas. C'est un bloc médian, voire bloc bas des fois sur les balles, sur les défenses, parce que tu sais que bah, mine de rien, Haaland, malgré son physique d'1m94, etc., c'est pas un immense joueur de tête, tu vois. C'est pas un Cristiano Ronaldo ou un Islam Slimani, tu vois. C'est pas un joueur comme ça. C'est-à-dire qu'il est très très bon de la tête, mais il est plus intéressant dans les déplacements qu'il peut avoir dans le dos de la défense. Comment il va décrocher sur son accélération, sur la puissance qu'il peut avoir. En défendant bas et en mettant sur lui un gars comme Rudiger, qui est costaud, qui peut être fort dans le duel physique, et avoir un Alaba qui peut, en étant beaucoup plus mobile, couvrir, on sait jamais, pour pouvoir venir faire une prise à deux. Tu vois. Donc mine de rien, tu as, ce bloc bas là un petit peu, qui arrivait à contenir l'éventuelle prise de vitesse d'un Grealish, d'un Haaland. Et c'était intelligent aussi parce que de l'autre côté, bah, t'as un Camavinga qui a fait un très bon travail, aussi parce qu'un Bernardo Silva n'est pas réellement un ailier. Ouais, je veux bien qu'il ait joué un peu ailier à Monaco, mais c'est plus un numéro 8, peut-être un numéro 10, un excellent box-to-box qui peut jouer un petit peu partout, mais ce n'est pas un ailier. Il est mis là dans sa capacité de presser, dans cette capacité à déjà empêcher Rodrigo, fermer un petit peu Rodrigo, empêcher un petit peu Vinicius de progresser parce que tu peux être intéressant sur le pressing et elle est des walkers, et à ce moment-là, on sait qu'un Camavinga ne va pas être très offensif comme le pourrait l'être un latéral de métier. Donc à ce moment-là, bah, ils étaient un petit peu tranquilles offensivement parce que bah, Camavinga fait un très bon travail parce qu'il est solide sur ses appuis, mais un Bernardo Silva ne va pas provoquer à l'image d'un Riyad Mahrez ou à l'image d'un Phil Foden qui aurait peut-être donné beaucoup plus du fil à retordre à un joueur comme Eduardo Camavinga. Donc, comment ça s'appelle, Bernardo Silva, c'est très intéressant, ça combine dans l'espace, ça va être plus dans le contrôle, dans le tempo, permettre à De Bruyne de faire ses appels dans l'espace pour libérer des Rodri ou des Gundogan qui sont intelligents dans récupérer la balle face au jeu et la réorienter, ou peut-être même des fois même en box-to-box. Donc c'était un petit peu différent, et j'ai l'impression, encore une fois c'est un débrief à très à chaud, mais que le Real Madrid a compris ça, et s'est dit, bon bah ça sert à rien d'aller essayer de l'étaffer au milieu de terrain, parce que la formation telle qu'elle, elle est très compliquée à gérer au milieu de terrain, même si tu vas jouer sur des longues balles, au milieu de terrain, ils ont la taille, que ce soit avec Rodri, que ce soit avec John Stones, que ce soit même avec un Akanji qui peut monter, ça va être très compliqué. Donc ils ont joué comme ça, les deux rampes de lancement incroyables qui sont Kroos et Modric, avec une grosse activité, qui ont pas mal suppléé la défense et les permet d'aller en transition. Et après les trois attaquants, que ce soit Benzema, Rodrigo, Vinicius, qui ont une très bonne entente et qui ont pu se projeter. Et à l'image de ce match-là, on a vu ça, on a vu une équipe du Real Madrid qui a su faire le dos rond, a su avoir du contrôle par moment, mais a été extrêmement dangereuse dans sa capacité à aller en forte transition. Face à une équipe de Manchester City qui s'est retrouvée, même s'il y a une grande qualité technique, à faire une sorte de défense de handball. Comme on l'a dit, on avait une défense à 5 face à une équipe de Manchester City qui faisait tourner, parce que faire des centres, c'était pas nécessairement évident, sachant que t'as pas des ailiers entre guillemets dédiés pour faire des centres, même si Grealish il a une bonne capacité de centre, mais c'est plus quelqu'un qui est parti défier un Carvajal en 1 contre 1, parce qu'un Carvajal, déjà c'est plus dans le jeu de Grealish d'éliminer, rentrer, après essayer de faire des centres un peu plus proches de la surface de réparation. Et en même temps, Carvajal, c'était un client typiquement pour Grealish. Et on va en parler, hein. Carvajal, il a fait 45 minutes, il a fait 18 fautes sur 23 ballons touchés, il sort sans aucun carton jaune. On va pas crier au scandale d'arbitrage, mais là, franchement, c'est un petit peu abusé. C'est un petit peu abusé. Moi, j'évite de parler d'arbitrage tout le temps, parce qu'on va te sortir même sur le but de Manchester City. Là, je pense que ça méritait quand même un jaune en toute objectivité. Mais il réussit quand même à tenir la dragée haute. Un Grealish qui était un petit peu emprunté parce qu'il défendait énormément. Mais pour revenir sur la capacité à centrer, il ne pouvait pas spécialement le faire. Parce que Haaland était très bien pris. Et les seules possibilités, c'était soit de combiner et utiliser Haaland pour progresser, soit tenter des frappes. Et je pense que vous l'avez vu, ça avait payé. Du côté du Real Madrid, cette capacité-là à être très bon dans ces temps forts et à maximiser ces temps faibles. Ou l'inverse. Et ça s'est vu. Récupération de balle haute de Camavinga, percée supersonique, passe de Vinicius. Et là où tu dis que ce joueur, il progresse, mais c'est incroyable le niveau de progression qu'a un joueur comme Vinicius Junior. C'est qu'il y a quelques temps, tu l'aurais vu accélérer, essayer de triturer, hop, tomber, glisser, dribbler 4 joueurs, rater, essayer. Après, même il a progressé en essayant systématiquement de trouver Benzema. On le voyait mettre des frappes, mais ça arrivait. C'est des frappes qui n'étaient pas très fortes. C'était souvent quand il arrivait en finition près du gardien, il avait progressé, mais on ne le voyait pas être capable de prendre la balle, entrer dans l'axe, utiliser Benzema en tant qu'appui, mettre une frappe sèche, où Ederson n'est pas exempt de tout reproche, parce que je pense qu'un gardien un peu meilleur la sort, même si la frappe elle est très forte, mais il est vraiment court là-dessus, c'est pas insortable non plus, mais faut le signaler, il faut dire que Vinicius Junior a fait un excellent travail sur cette frappe-là, et ça permet au Real Madrid de mener 1-0, et là le tempo du match il change un petit peu. Parce que même si le Real défend et progresse, mais défend et progresse en transition,
À ce moment-là, le Manchester City qui, elle, n'arrivait pas spécialement à trouver des solutions, même s'ils ont eu des situations, ils ont des occasions, à ce moment-là, ça te met un petit peu la pression. Moi, personnellement, j'étais confiant que Manchester City allait au moins égaliser. Je pensais qu'ils allaient gagner 2-1, mais je pensais qu'au moins ils allaient égaliser, et c'est ce qui est arrivé. Ils ont encore fait, ils ont continué, ils ne se sont pas trahis. Et c'est là où tu vois que cette équipe-là prend en maturité. Parce que là où ils auraient stressé, ils auraient tenté n'importe quoi, ils seraient allés peut-être à l'abordage, ils se sont dit calmons-nous, gardons notre système de jeu. Peut-être un peu trop notre système de jeu parce qu'il n'y a pas eu de changement. Mais ils ont gardé leur système de jeu, ils ont progressé, ils ont joué. Et on a jusqu'à réussi à trouver Kevin De Bruyne pour nous mettre un but fabuleux, à peu près plus ou moins le même que celui de Vinicius, sauf que l'un était en pleine vitesse, l'autre était en arrêté, mais c'est à peu près le même endroit et la même frappe. Incroyable, frappe sèche, tu le vois, ou même le gars il saute tellement il met de la puissance, il met de l'effet. Égalisation un partout. Et c'est là où tu dis, mais c'est intéressant de voir comment va agir le Real Madrid. Parce qu'ils ont marqué, c'était le scénario parfait. Ils recevaient une équipe qui va beaucoup attaquer. Même le but à l'extérieur, ils sont plus trop inquiétés depuis le changement de la règle. Là, ils vont affronter cette équipe-là qui manque, même s'ils déroulent en ce moment, mais manque d'expérience. Il faut les faire déjouer. Tactiquement, c'est très intéressant parce qu'ils les ont fait déjouer en ce système de 5-2-3 avec les deux qui revenaient, avec cette grosse capacité de se projeter dans l'espace et avoir un joueur comme Kamavinga qui, même si ce n'est pas un latéral, il est bon défensivement en latéral, mais avec cette capacité d'être milieu de terrain, de se projeter rapidement, parce que c'est un très bon box-to-box qui jouait même à Rennes en numéro 10. Donc à ce moment-là, avoir cette projection, savoir utiliser les espaces, être correct techniquement, il ne débordait pas sur les côtés. Il rentrait dans l'axe pour essayer de défier et provoquer un Bernardo Silva qui le suivait et complètement désaxé Bernardo Silva. Et c'est là où je l'ai trouvé intéressant. Le Real Madrid a très bien su faire déjouer cette équipe de Manchester City. Et à ce moment-là, tu dis, les autres, ils ont égalisé 1-1. Tu fais quoi? Est-ce que tu dis, bon, on panique parce que le plan il était intéressant, c'était d'essayer contrôler un petit peu le rythme du match sans contrôler le tempo, ce qui est un petit peu différent. Donc Manchester City, elle contrôlait le match de par la possession de balle qu'elle pouvait avoir ou des situations qu'elle pouvait se créer, mais le Real Madrid était beaucoup plus incisif parce que eux ils savaient comment ils contrôlaient leur propre rythme sans s'enflammer, sans s'emballer, tu vois. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu vois? J'étais intéressé, je me suis dit, mais comment ils vont faire le Real? Qu'est-ce que va faire le Real Madrid? C'est là où tu vois que cette équipe-là, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants, qu'est-ce qu'ils sont dangereux. En fait, je dis ça, ok, je suis fan, je pense que tout le monde le sait, je suis supporter du FC Barcelone, je n'ai pas de haine particulière envers le Real Madrid. C'est juste que tu dis, mais en fait, ils sont trop forts dans cette gestion-là. Et quand tu vois une équipe totalement écrasée, te dominer, comme le grand Barça de l'époque ou un Manchester City cette année, tu te dis, ok, mais allez, ils sont beaucoup plus forts que toi. Là, le Real Madrid, ils sont plus forts que toi dans quelque chose que tu peux pas acquérir par l'entraînement. Tu peux l'acquérir que par l'expérience ou des fois même c'est de l'inexplicable. C'est de la gestion d'émotions, c'est le calme, de l'expérience, de la confiance en soi. Tu te dis mais c'est pas possible, ils ont une équipe un peu moins bonne, ils sont donnés perdants par tous les bookmakers. Tu te dis mais comment ils font? Pourquoi ils devraient capoter. Ils devraient capoter à ce moment-là et essayer de gérer le 0-0. Et ben non, là ils se lancent. Et je me souviens très bien, le commentateur en arabe, il disait c'est la 77e minute, le moment du Real Madrid commence. Et à ce moment-là, tu le vois. Les dernières minutes, le Real Madrid, quand ils veulent accélérer, ils accélèrent. Quels que soient les changements. Il y a même eu un changement après de Ancelotti en faisant rentrer Nacho Fernandez pour permettre à Camavinga de monter à son poste de numéro 8 naturel. Mais tu as vu un Real Madrid contrôlé, dominer l'action de Benzema sur le coup franc de Modric, où Ederson la sort, c'est une parade incroyable. Mais il y a eu aussi une frappe de Valverde, il me semble que c'était Valverde ou Chouameni sur le poteau, et tu as un Real Madrid sur les dernières minutes qui va te mettre le bouillon, et tu te dis, mais ils sont peut-être pas loin d'aller égaliser, quoi. Ils sont pas loin d'aller égaliser. City qui, eux, par contre, avançaient en transition. On a eu un Haaland complètement, comme je vous dis tout à l'heure, quasiment près transparent. Il a été éteint un petit peu. On a vu un Grealish qui a essayé de projeter Haaland. Mais ça n'a pas été le cas parce que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, Rudiger et Alaba, dans cette capacité à gérer physiquement pour Rudiger et Alaba d'un point de vue mobilité, intervenir sur lui, ils ont réussi à l'éteindre. Et comme tu n'as pas un ailier comme un Riyad Mahrez ou un autre attaquant comme Alvarez ou un Phil Foden, beaucoup plus incisifs, qui vont aller beaucoup plus vers le but, beaucoup plus provocateurs, que ce soit déjà dans les déplacements avec un Alvarez ou balle au pied comme un Foden ou un Mahrez. Ce qui fait que Bernardo Silva, lui, était bon dans le contrôle, mais n'apportait pas suffisamment offensivement. Ce qui fait que De Bruyne, tu le vois dans le contrôle du jeu, mais tu ne le vois pas absolument dans les occasions, dans sa capacité à... J'ai beaucoup répété le mot, la capacité. Hein. Elton Mokolo sort de ce corps. Sort de ce corps en toute... pas de... Voilà, c'est halal ce que je dis. Voilà, donc à ce moment-là, tu le vois Kevin De Bruyne qui est présent. Donc quand tu donnes le trophée d'homme du match, j'ai vu, ouais, j'aurais dû le donner à Vinicius.
Vinicius, il a réagi dans une équipe qui avait accepté, entre guillemets, d'être en réaction, dans la gestion en réaction en étant incisif sur des occasions. Manchester City a globalement dominé le match, le numéro 10 c'est De Bruyne, et il est sort d'un traquenard, parce que c'était clairement un traquenard, il est sort d'un traquenard du Real Madrid qui vient avec cette position de faux challenger et te pique au bon moment. Donc je comprends que tu lui donnes l'homme du match, mais il n'a pas été extrêmement influent sur la rencontre, et on le sait, même lui il a été bloqué, Grealish a dû énormément défendre, parce que Rodrigo et Valverde sur le côté de gauche, sur le côté droit te mettent un sacré boulot aussi. Donc, et quand tu ajoutes ça au fait qu'il n'y ait pas de remplacement qui apporte pas de la fraîcheur, ce qui fait qu'à Manchester City a eu du mal à se transcender un petit peu en fin de match, malgré un Real Madrid qui a commencé à te mettre le bouillon absolu. Voilà. Bon, c'était quand même 15-16 minutes de parole intense. C'est ce qu'on appelle un débrief très très chaud. Hein. C'est un débrief très très chaud. On est parti, on a dit ce qu'on pensait. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On reviendra plus en détail, bien sûr. Déjà, on parlera du match de demain, Inch'Allah, quand on va regarder entre le derby de la Madonnina en demi-finale de Ligue des Champions, des vibes de 2003, entre l'Inter Milan et le Milan AC. Donc, on va les regarder demain. Mais il y aura un retour un peu plus pointu sur cette journée de Ligue des Champions. Il y aura aussi la preview par rapport au prochain match. Donc vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à vous abonner, à me soutenir, à me dire ce que vous pensez, à me rejoindre. Moi, je prends toujours autant de plaisir de faire des vidéos sur le foot, et avoir les retours, même si pour l'instant, c'est pas nombreux, mais je compte sur vous, je sais que ça va marcher. C'est une chaîne qui fait de la qualité, je vous l'ai dit, c'est une masterclass en projet. Et faites-moi confiance, les gars, on va avancer, j'ai juste besoin un petit peu de soutien. Alors, on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt.